Bon, maintenant nous allons passer à notre intervenant, en la personne de Denis Roger de Neuffer, qui va nous parler de son dernier ouvrage, de Présence 4. Bonsoir à tous. Merci Guy, merci à vous tous qui organisez depuis fort longtemps ces réunions avec persévérance et il en faut, hein, parce que c'est pas toujours évident. Donc on s'est vu à de nombreuses reprises déjà, hein, puisque je viens vous présenter Présence 4, vers un nouveau monde, vers les exocivilisations, c'est le titre de cet ouvrage. Mais pour pouvoir le comprendre, je vais quand même faire un petit résumé des épisodes précédents, parce que sinon ça va être peut-être un petit peu déroutant pour quelqu'un qui n'aurait pas suivi un petit peu les exposés précédemment. Donc je vais quand même résumer un petit peu les épisodes précédents, les épisodes qui datent depuis 2005, les premiers épisodes de publication sur ce thème. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas, donc je suis un chercheur indépendant, j'ai une formation universitaire dans diverses universités, et donc j'ai publié différents ouvrages, des DVD, des livres et même des projets musicaux, notamment autour du thème de l'exocivilisation d'Humo, hein, dont je suis un spécialiste sur ce sujet. Alors, pour ceux qui souhaitent d'autres informations autour de ces publications, de ces informations, vous retrouverez donc sur mon site, mon blog, desnotas.com. Vous trouverez énormément, de plus en plus de vidéos sur YouTube. Hein. Je dirais toutes mes vidéos officielles, car vous trouverez sur Google en fait à peu près 1 millier de références de vidéos, de conférences diverses qui ont été faites à travers le monde, beaucoup en France, mais à travers le monde. Et donc, pour ceux qui souhaitent échanger via Facebook, je suis pas un accro de Facebook, mais je réponds quand même aux messages, certains d'entre vous le savent, donc je mets des fois un peu de temps avant de répondre à un message sur Facebook, mais je réponds toujours un jour ou l'autre. Donc depuis 2005, je suis intervenu principalement en France et aux États-Unis, un peu en Grande-Bretagne, en Norvège récemment, et probablement en Espagne l'année prochaine. Donc je suis obligé de traduire les livres, mon ami Jean Librero le sait bien, puisque nous travaillons sur différents projets de traduction ensemble. Et donc les ouvrages Présence 1, 2 et 3 sont accessibles en français, en anglais et en espagnol. Enfin, en espagnol, celui-ci en cours. En Présence 4 n'est disponible qu'en français pour l'instant. Bon, je pense que ça ne gênera personne pour l'instant, mais si vous avez des amis à l'étranger, des fois ça peut être intéressant de savoir. Alors, qu'est-ce que nous avions obtenu comme résultat depuis ces 10 dernières années qui va nous permettre de comprendre finalement ce Présence 4? Alors, on avait travaillé sur les crop circles, parce que les crop circles c'est quelque chose de facile, je dirais, à comprendre, parce que c'est visuel, on a des photos, donc on est assez confortable sur le sujet. Et nous avions pu proposer une hypothèse très argumentée sur l'identification et la provenance de l'exocivilisation qui réalise ces crop circles, et donc vous rappelez le visage ici. Dans Présence, on avait aussi présenté, et c'est toujours d'actualité, puisqu'on va
en rappeler certains épisodes actualisés dans Présence 4, des synthèses sur les exocivilisations présentes sur Terre. En 2003, publié 2007, Présence faisait l'état de 18 exocivilisations. Aujourd'hui, on est à 23 exocivilisations présentes sur Terre, avec des bases de vie, hein, présentes sur Terre ou sur la Lune, hein, c'est la même chose. Et puis après, il y a les visiteurs ponctuels. En tout cas, 18 exocivilisations qui sont investies dans différentes études, plus ou moins, avec une déontologie plus ou moins acceptable ou pas pour nous, mais en tout cas qui sont là pour étudier certaines choses sur Terre et qui investissent donc des ressources, des moyens pour ça, et donc souvent installés dans différentes bases, que ce soit des bases sous-marines, hein, comme vous le savez, des bases souterraines dans la plupart des cas. Et dans le cas de l'exocivilisation de Momo, une infiltration, on pourrait dire, enfin, en tout cas un échange, un contact avec nous, les terrestres, de manière très directe, puisque des échanges de communication écrites ont été faits par cette exocivilisation d'Umo depuis les années 60. Donc on a tous ces documents et cette communication continue encore aujourd'hui, sous forme écrite toujours. Mais pas que, puisque vous verrez sur mon site YouTube, vous verrez une dame qui vient d'Umo. Si vous voulez voir quelqu'un qui vient d'Umo, vous verrez que c'est pas si évident que ça de reconnaître quelqu'un de la planète Terre et de quelqu'un qui vient de la planète Umo, parce que ces gens ont des caractéristiques physiques très similaires aux nôtres, à tel point que c'est extrêmement difficile de les différencier. Alors, en fait, il n'y a pas que les gens d'Umo qui nous ressemblent, il y en a d'autres. Hein. Vous vous rappelez, je pense que certains d'entre vous se rappellent ce qu'avait décrit, la rencontre qu'avait décrit M. Adamski, George Adamski. La première rencontre dans le Desert Center, je pense qu'il était tout à fait vrai. En tout cas, il y a des éléments de preuve qui peuvent attester de ça. Et après, c'est un petit peu fourvoyé dans, vous savez, je dirais l'idée qu'il avait une mission à accomplir et qu'il a un peu exagéré après à la suite en pensant bien faire. Donc ce qu'il a raconté après était certainement, de toute manière, faux. Mais la première rencontre à des était, en tout cas, il y a des éléments de preuve attestent de ça de manière factuelle. Par contre, la suite est fausse. Mais donc notre George Adamski a bien rencontré des êtres très humains, hein, de physiologie, de phénotype très humain. D'accord ? Donc on peut penser qu'il y a peut-être plus d'exocivilisations qu'on ne croit qui nous ressemblent beaucoup. Hein, y compris des gens de couleur. Hein, des exocivilisations qui se confondent avec des Africains ou des Indiens. Donc ça c'est attesté en tout cas par les gens d'Umo qu'il y a des exocivilisations qui se mélangent au tissu social africain ou au tissu social indien. Donc attention, on est peut-être en présence de plus de visiteurs qu'on ne le croit. Et bon, alors, en général, ces populations ne sont pas très nombreuses sur Terre, hein, malgré tout. Donc la probabilité de rencontrer un de nos visiteurs reste faible. Alors, on avait aussi proposé des explications sur la base donc, des informations qui nous sont communiquées dans le dossier Umo pour expliquer comment ces engins appelés OVNI font des voyages interstellaires
et défie finalement les lois reconnues de la physique contemporaine. Alors on a très vite montré que ces lois de la physique contemporaine étaient très insuffisantes et qu'il fallait aller au-delà de ce qui nous était proposé actuellement dans la physique contemporaine pour proposer d'autres modèles de physique et surtout de cosmologie qui nous permettent d'expliquer ces voyages et d'expliquer comment ces engins fonctionnent dans les grands principes. De ce fait, cette cosmologie nous a permis d'expliquer un des grands mystères qu'il y a toujours actuellement, officiellement, c'est le fameux mystère de la matière noire, puisqu'il y a d'énormes effets gravitationnels qui sont manifestés, qui sont mesurés, et pour autant, nous ne voyons pas de matière à l'endroit où se manifestent ces effets gravitationnels. Et donc, on a appelé ça de la matière noire parce qu'on ne la voyait pas. Et donc, nous avons pu expliquer, grâce à un modèle cosmologique, où et quoi était, qu'est-ce que c'était cette matière noire et d'où elle venait. Et vous l'avez vu, pour certains d'entre vous qui le savent bien, cette matière noire, en fait, c'est la matière qui se trouve dans un anticosmos, un cosmos qui nous est adjacent et dont les effets de la masse se font ressentir sur notre cosmos. Et donc nous avons des effets gravitationnels très importants sur notre cosmos du fait de la masse qui se trouve dans notre anticosmos. Alors tout ceci est développé très en détail et sur la base essentiellement, mais pas que, des informations que nous avons recueillies à travers le dossier UMO. Alors ce dossier UMO nous présentait en l'occurrence, et on va y revenir aussi ce soir pour certains exemples intéressants de notre exposé, le dossier UMO, donc, qui est présenté dans Présence 2. Dans Présence 2, c'est à la fois la présentation de cette civilisation et surtout quelque chose qui peut paraître totalement extraordinaire à beaucoup d'entre vous, c'est que j'ai pu procéder au décodage du langage de ces personnes qui ont échangé des documents à travers le monde. Et donc, nous avons collecté ces documents avec ces mots écrits en lettres latines, mais qui représentent un langage de cette planète. Et donc, je suis parvenu, après 40 ans d'essais infructueux des différents linguistes qui s'y sont penchés, je suis parvenu à effectuer le décodage intégral de ce langage. Alors, encore plein d'autres surprises à travers ces ouvrages, puisque au-delà du langage, il y a des découvertes tout à fait révolutionnaires sur le plan scientifique. Alors, ces éléments scientifiques, j'ai pu les développer, nous avons pu travailler sur les éléments que nous avions et développer une nouvelle théorie que j'ai appelée la théorie des 3 tiers. Pourquoi? Parce qu'elle explique intégralement tout, donc une théorie du tout, 3 tiers, et qui sont 3 tiers indissociables, qui sont la biologie, la cosmologie et la physique. Et pour pouvoir comprendre notre univers, eh bien, il faut comprendre globalement les interactions qu'il y a entre ces 3 tiers qui nous permettent, entre autres, d'expliquer des choses que seule la métaphysique expliquait jusqu'à présent. Et donc on a non seulement une unification scientifique, mais on a une unification scientifique qui va au-delà des disciplines traditionnelles, puisqu'on arrive, avec ce modèle, à expliquer des choses qui n'étaient que du domaine de la métaphysique. Donc on arrive à présenter une modélisation de ce que peut être des choses décrites uniquement dans la métaphysique, comme l'âme, comme Dieu, et comme d'autres entités cosmologiques qui ne sont pas connues, elles, de la métaphysique. Ceci nous permet aussi d'expliquer comment peut émerger le vivant à partir de la matière inerte. Comment passe-t-on de la matière inerte à des organismes vivants
ça reste toujours un grand mystère. Cette théorie des 3/3 me permet de l'expliquer et de permettre d'expliquer l'évolution qui se produit au-delà des mécanismes connus néo-darwiniens, néo-darwiniens. Donc il n'y a pas que ça. Le modèle de la théorie des 3/3 nous permet aussi d'expliquer des phénomènes connus mais très mal maîtrisés, très mal compris, c'est la télépathie. Et pour pouvoir comprendre la télépathie, eh bien, il faut comprendre le modèle cosmologique qui vous est présenté dans la théorie des 3/3. Et les flux d'informations, évidemment, qui transitent entre ces entités cosmiques. Donc ça nous permet d'avoir un modèle entièrement rationalisé pour comprendre des choses qui sont aussi généralement décrites non seulement dans la métaphysique, mais décrites dans ce qu'on appelle généralement les parasciences ou le paranormal. Hein, parce que les sciences dites normales ne permettent pas d'expliquer ce phénomène. Et donc, comme les sciences normales, entre guillemets, ne permettent pas d'expliquer, ben on dit que c'est du paranormal. Bon, en fait, le paranormal est tout à fait normal, c'est juste qu'il faut le bon modèle, théorique pour pouvoir l'expliquer. Donc le bon modèle théorique pour pouvoir l'expliquer, la théorie des 3/3 le permet, et donc dans présence 3, tout ceci est expliqué, et on peut expliquer les gens qui communiquent avec des défunts. Hein, c'est pas anormal, c'est quelque chose, c'est un phénomène tout à fait normal, il faut comprendre pourquoi. Ça s'improvise pas. Un phénomène aussi qui est tout à fait, qui illustre, qui donne des preuves d'ailleurs de l'authenticité, de la véracité de ce modèle théorique, et donc il n'est pas seulement un modèle théorique, c'est quelque chose de très concret, puisque certainement beaucoup d'entre vous ont entendu parler des expériences de mort imminente, hein, les near-death experiences. Donc c'est des phénomènes qui sont de plus en plus racontés parce que les gens sont de plus en plus confiants dans ces descriptions. Donc il y a de plus en plus de gens qui en parlent. Et donc ces phénomènes décrivent exactement ce qui se passe effectivement dans certains flux de communication avec des objets cosmologiques dont vous aurez la description dans les instants. Donc beaucoup de choses qui étaient très mystérieuses deviennent très simples à comprendre. La difficulté, c'est que comme c'est très nouveau, évidemment, ça exige quand même un petit effort d'absorption de concepts qui sont quand même un peu nouveaux, qui sont même totalement nouveaux, voire dire complètement révolutionnaires. Donc les concepts ne sont pas vraiment très difficiles, mais comme ils sont très nouveaux, il faut faire un effort intellectuel pour les appréhender. Mais une fois que vous avez compris ce modèle, eh bien vous pourrez comprendre plein de phénomènes qui jusqu'à présent étaient incompréhensibles de la science contemporaine. Donc voilà les résultats principaux. Il y a plein d'autres résultats très détaillés que vous trouverez évidemment dans les ouvrages, mais là ce sont les principaux résultats que je présente lors des conférences à l'étranger notamment, et qui sont une synthèse donc de ces 3 ouvrages. Alors, maintenant, la thématique que nous allons aborder, c'est que, puisque nous avons constaté qu'un certain nombre d'exo-civilisations majoritairement bienveillantes, sont là sont présentes sur Terre depuis des milliers d'années, eh bien, je me suis dit peut-être qu'il serait intéressant de se poser quelques questions sur ces exo-civilisations. Comment sont organisés nos visiteurs sur leur planète? Comment gèrent-ils leur planète? Quelle est leur organisation politique? Quelle structure économique ont-ils? Donc voilà quelques exemples de questions que je me suis posées et que peut-être vous vous posez aussi. Surtout au regard d'une situation terrestre assez compliquée.
Alors, la situation terrestre est plus que compliquée, et je vais vous exposer pourquoi. Donc, on va essayer de réfléchir à, finalement, comment pourrait-on vivre avec ces exocivilisations en s'inspirant peut-être de leur expérience. Qu'est-ce que ces gens peuvent nous suggérer pour améliorer notre humanité? Donc, nous avions présenté les différents, je reprends ici les différents livres de présence que je viens de faire. Donc, il faut bien comprendre que la présence extraterrestre a un impact sur le devenir de notre humanité et que, y compris les paradigmes scientifiques, ont un impact aussi sur notre vie, auront un impact sur notre vie quotidienne. Et en fait, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas parce que vous savez bien tous que depuis les années 50, on nous cache quelque chose. Si on ne nous avait pas caché ce quelque chose, le cours de l'évolution de l'humanité serait déjà différent. Peut-être qu'on pourrait déjà échanger sur ces thématiques de comment c'est chez vous. Comment vous gérez votre planète? Quel est votre système politique? Est-ce que c'est une démocratie chez vous? Est-ce que c'est le bordel chez vous? Alors c'est justement ces questions que certaines personnes évidemment n'ont pas du tout envie que nous nous posions. Parce que si nous avions l'exemple de ces exocivilisations beaucoup plus anciennes, plus expérimentées, qui ont fait preuve de leur bon fonctionnement de société, nous pourrions être tentés par de nouveaux modèles sociétaux qui peut-être n'ont rien à voir avec le modèle sociétal actuel. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça va être un peu notre réflexion du jour. Alors, pour démarrer l'ouvrage, j'ai trouvé que Goethe était certainement un bon auteur pour avoir un titre accroche. Donc, nul n'est plus esclave que celui qui se croit libre sans l'être. Alors, je vous invite fortement à cette méditation. Je vous suggère par exemple une chose très concrète. Vous allez à la banque, vous demandez 10 000 euros, vous avez 10 000 euros sur votre compte, vous demandez votre argent. Et qu'est-ce qu'on va vous dire? Ben non monsieur, c'est pas possible. Non madame, c'est pas possible. Ah pourquoi? C'est mon argent. Ben, on va vous expliquer pourquoi c'est pas possible et puis ça va être compliqué. Et puis à l'inverse, si vous voulez lui mettre de l'argent, ça peut être. Vous venez avec votre bon argent, avec des vrais billets. Pas trop ce qu'ils valent, mais on peut venir avec des vrais billets. Et ben vous allez voir, c'est aussi très compliqué. Voilà, donc voilà des petites choses concrètes de la vie de tous les jours qui devraient rebondir avec cette petite accroche. Alors, pouvons-nous effectivement faire évoluer notre société malgré manifestement un certain nombre d'entraves manifestes à cette évolution, puisque, comme je le disais, vous savez que on nous cache un peu quelque chose déjà depuis 60 ans. Donc si on nous cache quelque chose depuis 60 ans, c'est que c'est quand même bien contrôlé tout ça, et pour cause, puisque vous savez, la plupart d'entre vous, en tout cas, le savent, la CIA gère cette problématique OVNI depuis 1953, puisque 3 grands départements de la CIA ont en charge les médias, la communication donc, de ces médias, le contrôle, la censure des médias, la neutralisation des médias, des actions de communication, de désinformation avec des agents
appointés par la CIA qui font la retape pour neutraliser le sujet de diverses manières, mais vous les connaissez tous, ces gens-là. Et le troisième service, c'est un service de destruction de l'information. Hein. On détruit de l'information activement. Je vous rappelle encore que, pas forcément au sujet des ovnis, mais la destruction de l'information, notre avant-dernier président a détruit les 3/4 des informations des renseignements généraux. En général, quand on détruit l'information, on peut se poser la question légitime, y aurait-il quelque chose de caché? Je pose la question. Hein. Alors, donc nous allons, en fait, je ne vais pas développer extraordinairement cet aspect sur l'ancien monde. Donc vous avez bien tous l'idée et la compréhension que l'histoire qu'on nous raconte aujourd'hui, les belles histoires qu'on nous raconte officiellement, tout ça, c'est du bon picot. On nous en raconte autant qu'on en veut et on nous en passe dans les médias autant qu'on en veut pour maintenir un cadre de pensée. Or, on m'a dit que ça a énervé beaucoup de gens. Moi, ce que je vous propose, c'est justement d'essayer de contribuer à sortir de ce cadre de pensée dans lequel on veut nous enfermer et dans lequel on essaie de nous enfermer depuis 60 ans en nous privant de la légitime connaissance et l'échange avec des associations qui seraient très motivées pour échanger avec nous si tant est que les gens qui ont le pouvoir nous laissaient le faire. Donc ça, c'est tout à fait criminel. Priver des individus d'information, c'est criminel. C'est criminel et c'est anti-cosmique, c'est contre les lois cosmiques. Nos amis d'Humo le précisent bien, hein, on va contre les droits cosmiques. Hein, priver d'information, la vérité, tout le monde a le droit de la sortir. Elle est bonne, elle est mauvaise, elle fait plaisir ou elle fait pas plaisir. Après, il faut les gérer. Mais les faits doivent être connus, tous. Alors, vous l'avez certainement déjà un peu pressenti, et beaucoup de monde en parle actuellement, donc c'est devenu un sujet assez chaud. J'avais travaillé sur les effondrements de civilisation dans les années 2008 avec le premier crash économique de l'immobilier entre autres, et pas que. Et donc je m'étais intéressé au travail de Jared Diamond, qui est un scientifique qui a étudié les effondrements des civilisations. Et je suivais ces indicateurs depuis 2008. Et donc je peux malheureusement faire que vous confirmer ce que vous pouvez entendre par ailleurs dans différents canaux, de différents analystes. Ça va pas bien. Non seulement ça va pas bien, mais ça va aller encore plus mal. Et donc là, il risque d'y avoir un atterrissage brutal. Alors, notre ami Nikos, d'origine grecque, pourra nous parler de ce qui s'est passé en Grèce. Vous vous rappelez, Vivo, hein, mais en gros, il va se passer à peu près ce qui s'est passé en Grèce, mais puissance 10. Et ça, dans moins de 5 ans. Donc attention à la chute du dinosaure. Alors, comme je dis souvent, des fois c'est un mal pour un bien. Et donc cet effondrement prévu, prévisible, qui va se produire dans un délai qu'on ne peut pas vraiment déterminer avec certitude, mais dont la probabilité est supérieure à 90%, dans un laps de temps de 3 à 5 ans. Donc en 3 à 5 ans, la probabilité d'effondrement est de plus de 90%. Donc ça reste une probabilité, mais pour un cancer à 90%, ça commence à faire beaucoup. Donc le système peut s'effondrer avant, mais pendant cette période-là, il a quand même toutes les chances de se casser les figures. Alors, peut-être un mal pour un bien, parce que
comme nous montre Jared Diamond dans ses études, un effondrement civilisationnel, c'est pas non plus un génocide. Hein. Pensez à l'effondrement de civilisation des Gaulois hein, qui se sont effondrés, absorbés par la civilisation romaine. Donc il y avait toujours autant de Gaulois en Gaule. Simplement, ils se sont mis à parler latin au lieu de parler celtique. Et puis ils ont absorbé une nouvelle culture. Et puis ils ont hybridé une certaine culture. Et puis dans certains cas, ils ont perdu certains aspects de leur culture. Donc, les effondrements ne sont pas toujours dramatiques. Les effondrements sont des événements naturels dans l'évolution de l'humanité. Et donc, l'humanité, finalement, c'est même peut-être, on pourrait dire, une longue succession d'effondrements. Des civilisations remplacent d'autres, et les hommes continuent à évoluer avec différents historiques, plus ou moins favorables, plus ou moins défavorables, mais l'histoire continue, l'évolution de l'humanité continue. Donc un effondrement, ce n'est pas forcément dramatique. Alors l'idée, c'est que effectivement cet événement pourrait se produire et qu'on pourrait réfléchir à justement donc une nouvelle organisation sociétale et s'inspirer justement de ce que nos amis d'outre-espace nous disent de leur culture et de leurs expériences en gestion planétaire. Alors, on avait évoqué dans nos présences, quand je reviens dans le tout premier présence, déjà la thématique de l'attitude de nos visiteurs actuels. Alors, ces visiteurs actuels, on peut aujourd'hui, comme je vous le disais, en 2003, en 2007, et je vous confirmer, je rappelle, quand on a fait la conférence présence 3, je vous l'avais redit, nous avons des éléments de preuve attestant d'une civilisation extrêmement ancienne, extrêmement évoluée, qui, d'une manière un petit peu schématique et caricaturale, serait un peu la police de l'espace. À savoir que cette exocivilisation ne laisserait venir sur Terre que des exocivilisations non belliqueuses. Non belliqueuses, ça veut dire qu'ils ne nous envahissent pas, ils ne nous massacrent pas comme des sauvages, etc. Pour autant, certains ont des pratiques qualifiées de non morales par un certain nombre de ces exocivilisations. Donc certaines exocivilisations ont une conception de la recherche scientifique qui nous associe un peu à des cobayes. Pour autant, ils ne sont pas belliqueux. Alors pourquoi, en réalité, il semblerait que 3 exocivilisations ont des pratiques similaires et une est un peu plus potentiellement dangereuse dans la mesure où elle est expansionniste. Mais les autres ont essentiellement des buts scientifiques, sauf que c'est une vision de la science qui leur est propre. Alors, pourquoi ces gens peuvent faire ça? Pourquoi peuvent-ils venir, on peut dire impunément? Eh bien, vous le savez certainement tous, depuis les années 60, même depuis les années 50, des accords d'abord oraux, verbaux, ont été pris entre les dirigeants, principalement des États-Unis, mais pas que, pour que ces gens puissent opérer sur Terre. Et notamment, dans les années 60, des accords purement commerciaux, des accords techniques commerciaux qui ont permis, évidemment, au grand lobby militaro-industriel de développer des engins que nos amis d'outre-espace peuvent nous envier. Nous n'avons plus rien à envier à nos amis visiteurs.
au moment où je vous parle aujourd'hui, les gens qui travaillent dans les laboratoires savent faire des engins qui vont dans d'autres cosmos. Comment sont-ils arrivés là? Parce qu'ils ont été aidés via des contrats. Ce sont des contrats commerciaux qui ont été passés avec 3 de ces exocivilisations. Donc, cette coopération, évidemment, elle est nuisible à l'ensemble de l'humanité, parce qu'évidemment, renforcer des systèmes oligarchiques dont on sait qu'ils ne sont pas forcément prêts à faire une transition de gestion planétaire, parce que leur volonté est toujours plus. Je crois que tout le monde est bien informé et le constate tous les jours. Donc, évidemment, le fait de coopérer avec des oligarchies de plus en plus monopolistes, de plus en plus dictatoriales, eh bien, évidemment, c'est un préjudice envers le reste de l'humanité. Donc, ces gens ont une attitude immorale. Ils ne sont pas belliqueux, mais ils sont immoraux, mais leur immoralité est néanmoins légale, illégitime mais légale, puisque d'ailleurs le droit américain autorise ces contrats. C'est marqué dans la Constitution américaine. Donc vous avez parfaitement le droit de contracter avec des extraterrestres pour faire des démonstrations, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Et c'est parfaitement légal. À partir du moment où ces exocivilisations ont des contrats, ils sont dans les clous, quelque part, pour que la police de l'espace les laisse passer. Ils ne sont pas belliqueux et ils ont passé un contrat avec ceux qui ont le pouvoir sur Terre. Donc, tout est normal. Voilà, on n'avait qu'à pas signer le contrat. Donc, ne signez jamais de contrat disant que vous autorisez des extraterrestres à devenir vos chefs. Alors, on vous recommande de faire valoir, alors, si vous êtes dans une situation pareille, faites valoir l'article 2 de la Charte des Nations Unies qui dit que les peuples ont droit à s'autodéterminer. Donc à partir du moment où la Charte des Nations Unies ne serait pas respectée, on peut penser que cette exocivilisation, cette police de l'espace pourrait être beaucoup plus regardante. Et en tout cas, les 19 exocivilisations actuellement bienveillantes qui sont totalement hostiles aux agissements de ces 3 exocivilisations qui ont des contrats, eh bien ces 19 exocivilisations pourraient définir un plan pour intervenir et contrer les effets néfastes de ces 3 exocivilisations. Alors c'est exactement ce qui nous est décrit dans le dossier Oumo, parce que dans le dossier Oumo, on nous explique que si jamais nous venions à rencontrer une difficulté majeure d'effondrement, mais alors là, un effondrement, c'est plus un effondrement, ce serait une éradication totale de l'espèce humaine et donc des espèces animales, notamment lorsqu'il y a eu la menace de guerre atomique. Alors, cette menace de guerre atomique n'existe plus aujourd'hui. Elle n'existe plus, vous avez certainement pressenti cette chose, car vous avez certainement tous eu connaissance de ce contrôle qu'exercent les exocivilisations sur tous les sites nucléaires. Tous les sites nucléaires sont surveillés, tous les sites militaires peuvent être neutralisés instantanément. Donc ce risque nucléaire n'existe plus, donc on continue à nous faire dépenser de l'argent pour des développements nucléaires. Pour autant, ça ne sert strictement à rien, si ce n'est à engraisser des lobbies militaro-industriels.
Oui, Nikos, merci. Fukushima. Oui, mais je pense que beaucoup d'entre vous ont vu des documents, y compris des documents vidéo, montrant des engins intervenant au niveau de Fukushima. Et s'il n'y avait pas eu d'intervention, comme pour Tchernobyl, au demeurant, le niveau de radioactivité et les conséquences de Fukushima seraient bien plus importantes. Il faut savoir que Tchernobyl est anormalement propre. Tchernobyl n'est pas aussi radioactif qu'on pouvait le penser. En fait, la radioactivité a diminué de 90%. Et certains chercheurs ont pu constater que le cœur de Tchernobyl avait été transmuté. Donc des produits radioactifs ont été transmutés en aluminium. Et comment on fait pour transmuter des produits radioactifs en aluminium? Ben, on ne sait pas. Hein, on ne sait pas. Hein, donc c'est pas nous. Hein, et il y a plusieurs témoignages confirmant dès les premiers instants de Tchernobyl une intervention d'un ovni au-dessus de Tchernobyl. Donc la radioactivité de Tchernobyl n'est pas ce qu'elle aurait dû être, et il est fort probable que la radioactivité de Fukushima n'est pas ce qu'elle aurait dû être si elle n'avait pas été en partie maîtrisée. Donc tout le monde connaît l'histoire de mon ami Bob, Robert Salas, qui était venu à OVNI Paris dans les années 60, puisqu'il était chef d'une base nucléaire, et il a pu constater, comme tous les hommes de la base, qu'un OVNI avait désactivé 10 missiles balistiques nucléaires, totalement évidemment, 10 missiles nucléaires en 10 secondes. Donc une seconde pour craquer tous les codes de chaque missile. Totalement impossible. Totalement impossible. Parce qu'après, pour les remettre en route, il a fallu des mois pour les remettre en route. Avec les codes. Et ça se produit régulièrement. Donc la maîtrise de tous ces sites nucléaires, elle est totale. Nos amis visiteurs ont décidé manifestement d'un commun accord de neutraliser cette activité extrêmement nocive, extrêmement dangereuse, parce que, comme nous disent nos amis du monde, lorsqu'on les interroge sur les dirigeants de cette planète, ils les qualifient de dangereux, de cyniques et de corrompus. Alors vous allez me dire, c'est pas très original, mais venant de la part d'une exocivilisation, ça a un autre poids aussi. Donc, on peut imaginer que les exocivilisations diverses et variées, qui ont plus d'expérience que nous, ont pu mettre au point un système social plus équilibré, peut-être plus juste et plus pérenne que celui que nous avons actuellement. Est-ce qu'il y aurait un lien avec les centrales nucléaires en France? Un lien avec les centrales nucléaires en France? Alors, il y a des vrais drones, et puis il y a des faux drones. Donc certains sont des vrais drones, mais d'autres sont des machines. Enfin, c'est des drones, mais pas de chez nous. Mais il y a les deux. En tout cas, c'était l'histoire des drones au-dessus des centrales nucléaires. Il y a eu au moins une intervention où le drone a lancé les programmes d'arrêt de la centrale. Bon. Voilà, donc c'est bien, si vous n'avez pas reçu le message, si vous n'avez toujours pas compris le message, il va falloir quand même vous mettre à ça. D'accord? Donc, heureusement, ça c'est la bonne nouvelle. Ok, on va s'effondrer, mais on ne s'effondrera pas sous les bombes nucléaires, ça c'est la bonne nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que peut-être si nous investissons nous-mêmes un peu d'énergie,
peut-être que nous trouverons les ressources pour mettre en place une organisation planétaire favorable. Alors, j'ai un ami qui a fait une étude basée sur des informations qui étaient communiquées par nos visiteurs d'Humo sur 60 de 14 exocivilisations dont ils ont connaissance et dont ils connaissent l'ancienneté. Ces données nous montrent qu'au bout de 10 millions d'années, il y a une grosse chute du nombre des exocivilisations au bout de 10 millions d'années. Alors l'hypothèse qu'un de mes collègues a développée, qui me paraît intéressante, en tout cas au point de vue intellectuel et au niveau de la réflexion, c'est que ces exocivilisations sont dans un système mercantile, et donc que tous leurs échanges sont fondés sur du commerce. Et donc au bout de 10 millions d'années, ceux qui sont pas parvenus à changer de système, ils meurent. C'est ce que je vais vous expliquer, c'est qu'effectivement, dans un système fondé sur des échanges commerciaux, évidemment au début c'est peut-être un stimulant, les échanges commerciaux, mais il arrive un moment où il se produit des phénomènes concentrationnaires que tout le monde connaît, ce phénomène concentrationnaire de Pareto. Alors notamment dans les systèmes monétaires se condensent. Il y a la condensation monétaire, c'est exactement ce qui se produit depuis quelques années. Les très riches deviennent très riches et les très pauvres deviennent très pauvres. Ça, la loi de Pareto, c'est la condensation monétaire. Et quand on est très riche et que on voudrait investir, mais vu que l'économie ne marche plus parce qu'il n'y a plus d'argent, dans quoi on va investir? On ne peut pas investir. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez concrètement, vous voyez dans les nouvelles économies, là vous avez des prêts à des taux négatifs. Les investisseurs investissent dans des bons du trésor à des taux négatifs parce qu'ils préfèrent perdre un petit peu en bons du trésor plutôt que d'investir dans l'économie, qui est très risqué et donc donc c'est concrètement c'est ça. Donc ils sont juste en train de mourir en faisant ça, parce que si vous prêtez de l'argent et que vous ne gagnez pas, vous en perdez. C'est tout ce système qui est supposé développer la richesse, qui est supposé développer le progrès. Là. On vous a quand même vendu un système qui va rendre les peuples heureux. Ce développement économique, on est en train de faire la marche, de le mettre à l'envers. Donc forcément, il ne va pas durer longtemps. D'accord? Alors, ce qui serait intéressant, c'est qu'on effectivement on réfléchisse à un petit peu d'autres choses. Et donc, ces autres choses, c'est à la fois basé sur des choses qui peuvent être supportées par un support à la fois technique, mais aussi d'organisationnel. Alors, je vais voir, pour le présenter un petit peu comme ça. Alors je ne vais pas donc m'appesantir sur les conditions d'effondrement, vous l'avez tous compris. On va essayer de voir donc certaines exocivilisations dont alors je vais quand même vous montrer parce que on est quand même dans une réunion ufologique, donc voilà les informations que j'ai. Donc un espèce de schéma, un dessin robot, un portrait robot, disons, d'une exocivilisation dont la maquette a été faite. Donc cette exocivilisation devrait être l'exocivilisation qui est expansionniste. Donc c'est pareil, pour l'instant cette exocivilisation est contrée par les autres. Donc ils n'ont pas signé d'accord pour mettre sous tutelle les oligarchies qui verraient d'un très bon œil d'être encore plus puissants qu'ils le sont, puisque
l'avidité et la puissance n'a pas de limite. Hein. Donc cette exocivilisation aimerait bien contracter une sorte de féodalité entre eux et la Terre. Mais cette féodalité, elle serait exclusive. Donc elle éliminerait les autres exocivilisations. Et c'est évidemment, les autres civilisations s'opposent évidemment à ça. Donc cet accord n'a toujours pas eu lieu. Mais évidemment, c'est évidemment quelque chose d'assez dangereux pour nous. Donc ce serait une civilisation expansionniste. Et donc, alors, il faut peut-être que je suis peut-être obligé de... Non, je peux... il faut que je... Hop, voilà. Alors, cette exocivilisation, aussi, on va rajouter un petit peu. Voilà. Voilà. Alors, cette exocivilisation serait l'exocivilisation la plus ancienne actuellement sur Terre. Hein. Il y a eu des exocivilisations antérieures, mais celle qui est la plus ancienne et qui est toujours présente, donc qui serait donc présente depuis 30 000 ans environ. Et cette exocivilisation a donné lieu à... il y a eu des fuites, hein, elle est connue, et finalement les gens qui les ont décrits comme des reptiliens, les fameux reptiliens dont on parle. Alors, il y a beaucoup de sornettes à propos des reptiliens, mais et j'étais bien le premier à pouvoir à m'offusquer d'une telle sorte de telles affirmations. Il semblerait néanmoins qu'il n'y ait pas de fumée sans feu. Alors ce ne sont pas, les reptiliens n'ont rien à voir avec les Sumériens, n'ont rien à voir avec les Acadiens, etc. Et s'il y a eu des contacts à cette époque-là, hein, ces gens-là sont probablement ceux qui ont... Il y a eu un témoignage en Italie où la personne a décrit très probablement ces gens. Ce sont des gens de grande taille qui ont une espèce de peau un peu voilà, écaille et dont le langage parlé, ils parlent anglais avec un espèce d'accent chuintu. Et ce qui a conduit les témoins à les désigner comme reptiliens. Donc il y a bien eu des fuites, il y a des réunions évidemment avec les exocivilisations régulières au plus haut niveau. Et évidemment ça finit toujours par fuiter. Hein. Ça doit être un top secret, c'est pas grave, de toute manière on fait de la désinformation derrière. Et donc ça n'a aucun... C'est absolument pas un souci. Hein. On fait plein de choses au vu de tout le monde et on fait passer les vessies pour des lanternes. On a l'habitude, depuis certaines tours se sont effondrées. Alors, cette exocivilisation donc aurait contracté donc, avec nos amis d'outre-Atlantique. Hein. Alors quels sont les termes de l'accord? Je n'en sais rien. Mais en l'occurrence, bon, c'est pas dans la déontologie, ils sont pas super sympas. Alors ceux-ci sont une autre exocivilisation qui a contracté un accord expérimental avec nos amis de l'outre-Atlantique. Ils ont une base commune au sud du Chili. Et sur cette base au sud du Chili, à Tantauco, dans le vaste parc national de Tantauco, les Américains assurent l'infrastructure et la maintenance de laboratoires pour cette exocivilisation et d'autres. En fait, ils ne sont pas seuls. Mais c'est principalement eux qui opèrent depuis... enfin, ils ont des contrats pour les abductions. Donc, ils ont des programmes d'abduction où ils prélèvent une cinquantaine de personnes et après, ils les ramènent à la maison. Mais ils ne sont pas seuls, il y a une exocivilisation que vous devez connaître parce qu'il y a eu un témoignage, c'est Varinga. Donc cette exocivilisation est bien réelle, elle existe bien, elle collabore, je ne sais pas de quelle manière, avec ces gens qui viennent d'une planète qu'ils dénomment Go'uld et
qui est situé 96 années-lumière, mais ça ne veut pas dire grand-chose parce que, comme on l'a vu en présence, les années-lumière, ça ne veut pas dire grand-chose en termes de durée de voyage. Mais donc ces gens ont des contrats. Donc s'ils font ça, c'est parce qu'ils ont des contrats. Sinon, ils ne le feraient pas. Alors ces gens sont des petits à grosse tête, hein. Il y a beaucoup de petits à grosse tête. Et ils ont la particularité d'avoir des yeux avec une double pupille rétractile comme les chats. Donc ces gens-là ont des contrats, ils ne sont pas belliqueux, ils réalisent leur programme scientifique. Donc une de ces trois autres exocivilisations, donc la troisième, serait des gens dont je doutais fort de l'existence, et pourtant j'ai fait une confirmation à plusieurs reprises et encore récemment. Ils sont connus comme étant les tall white, ils sont désignés sous le terme de tall white. Donc ces gens ont aussi des contrats avec les Américains, et comme l'a très bien dit un personnage qui s'appelle Charles Hall, donc ce qu'il raconte est exact. Toutefois, si vous lisez les livres de Charles Hall, les livres de Charles Hall sont écrits par sa charmante épouse, mais sa charmante épouse a un peu tendance à broder certaines choses, même si ce qu'il dit, ce qu'il a vécu lui, est tout à fait exact. Mais prenez un petit peu des gants avec les bouquins, parce que ça gère moitié à une légère tendance à l'exagération. Néanmoins, ces tall white sont bien sur la zone 53 aux États-Unis, qui existe bien, comme la 51, la 52, la 53 et la 54. Donc, toutes ces zones secrètes existent et font l'objet de développements techniques évidemment ultra secrets, notamment les développements de machines cosmiques. Donc, les tall white interviennent, ils ont des contrats d'assistance technologique. Donc je peux vous confirmer que les tall white interviennent dans tous les laboratoires secrets pour guider les ingénieurs qui travaillent sur tous ces programmes. C'est des gens d'une intelligence redoutable, ils sont capables de superviser plusieurs programmes à la fois. Toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Et ils sont très impressionnants au niveau physique. Il n'y a pas une mouche qui... Vous pouvez entendre des mouches voler quand ils sont dans un labo. Pour autant, Charles Hall a eu un contact privilégié avec eux pour une histoire toute bête. Je vous rappelle l'histoire si vous ne la connaissez pas. Charles Hall qui travaillait sur la zone 53, donc une zone au niveau du Nouveau-Mexique, c'est très chaud, hein, c'est une zone qui fait très chaud. Il s'est trouvé qu'il a vu un enfant tall white, ces gens-là sont avec un enfant, des bases. Il a vu un enfant tall white. Du Mexique. Oui. Au Nevada. Au Nevada, peut-être encore au Nevada. Merci de m'avoir rectifié. C'est au Nevada. Et donc, ce Charles Hall sort en plein cagnard, il voit un enfant tall white qui paraît un peu mal en point, donc il lui donne de l'eau tout simplement. Il lui donne de l'eau. Et sur ce, les parents de cet enfant sortent et sont tout à fait évidemment reconnaissants envers Charles Hall, mais et il lui assure une protection. Hein, ils sont vraiment très reconnaissants. Finalement, pour eux, Charles Hall a sauvé la vie de leur enfant. Donc, même si ces gens-là ont un aspect un peu immoral dans leur collaboration technique avec les gens des Black Programmes, pour autant, on voit qu'à travers l'expérience de Charles Hall, ces gens-là ont des réactions tout à fait humaines, au sens, je dirais, humaniste, puisqu'ils ont été tout à fait sensibles à l'intervention de Charles Hall. Peut-être que par ailleurs, ils n'ont pas en grande estime la majorité des humains par ailleurs.
pas impossible non plus. En tout cas, ces tall white ont été aussi vus. On a un témoignage, je ne sais pas si vous connaissez, sur la base d'Albion. Ils sont intervenus. On a un témoignage d'un garde-chien sur la base d'Albion après le démantèlement, enfin la désactivation des missiles, mais la base était encore opérationnelle. On a un témoignage de leur présence, probablement pour une réunion, dans cette base. Car ils sont très sensibles aux chiens, et les chiens réciproquement sont très sensibles à eux. Ils détestent les chiens, et les chiens les détestent aussi. Donc le garde-chien a fait un témoignage. Donc voilà les 3 exocivilisations qui ont des contrats avec les oligarchies des Black Programs et qui ont contribué activement à développer des engins qui aujourd'hui sont tout à fait équivalents à ce que nos amis visiteurs faisaient déjà il y a 50 ans. Donc aujourd'hui on ne peut plus distinguer un engin intersidéral d'une exocivilisation d'un engin intersidéral made in USA. Donc voilà un petit peu, je dirais, une certaine actualité. Alors, je parle d'une certaine ligne rouge pour les séquences errants. Donc on peut, comme je vous le disais, penser que nos visiteurs peuvent accepter certaines choses, mais pas n'importe quoi. Et donc, même si on sait bien que dans un processus qui serait démocratique, un processus d'échange, de concertation, c'est toujours très long, c'est toujours très compliqué d'être un vrai démocrate. Ça veut dire parlementer beaucoup. Donc il y a des civilisations, des tribus qui procèdent comme ça depuis fort longtemps. Donc dans toutes les cultures où il y a une culture de l'échange, de la communication, du consensus, le consensus c'est long. Ça nécessite du temps, ça ne se fait pas comme ça. Donc nos exo-civilisations bienveillantes, eh bien, pour avoir un consensus sur une action, pour neutraliser ces 3, 4 exo-civilisations qui rendent la situation compliquée, eh bien c'est compliqué pour eux de se mettre d'accord. Et donc c'est pour ça aussi que nous n'avons pas une grosse évolution de ce point de vue-là. Mais si des événements économiques majeurs interviennent, évidemment, ça peut changer la donne. Alors, nos destins sont liés, vous l'avez bien compris. Alors, il y a certainement quelques possibilités qui nous sont offertes. Alors, aujourd'hui, on voit bien que on va essayer de trouver la bonne taille, c'est pas toujours évident. Alors, j'en parlais. Alors, aujourd'hui, du fait de l'inquiétude générale, de ces craintes d'effondrement, en l'occurrence, elles ne sont pas nouvelles, mais elles sont réavivées, puisque déjà dans les années 80, un des best-sellers portait sur cette thématique, et ça a induit un courant politique, un mouvement, un courant, c'est quand même une idéologie, quasiment. Enfin, il y a un peu de tout là-dedans, qu'on dénomme le survivalisme. Alors le survivalisme, ça va de j'organise ma maison avec un mode autonome, des plaques solaires, de l'eau que je traite, je fais mon potager, j'élève mes poules et je suis autonome. Je fais des expériences de survivalisme dans des conditions un peu extrêmes. Alors, vous connaissez certainement toutes ces émissions, genre Koh-Lanta, etc. Donc ça, c'est aussi du survivalisme un peu spectaculaire, mais c'est aussi dans le registre du survivalisme. Et puis, il y a tous ces grands milliardaires qui ont des bunkers planqués aussi bien en Nouvelle-Zélande qu'ailleurs, et qui sont prêts,
s'il le fallait, à affronter une guerre nucléaire. Donc être riche, ça aide à survivre. C'est quand même, alors ce seront certainement les derniers à mourir, mais ils mourront quand même si on devait mourir. Mais ils auront le privilège d'être les derniers à mourir. C'était le privilège des rois qui ont fait des erreurs stratégiques, comme certains rois vikings qui se sont installés par exemple au Groenland, autour de l'an 1000. Ils sont colonisés certaines zones du Groenland. Le Groenland, c'est une zone très fragile. Et ils ont voulu faire de la culture, tout simplement, de l'élevage de bovins sur des terres fragiles. Bon, si certains d'entre vous ont une culture agricole, vous savez que les bovins, c'est extrêmement destructeur pour tout, y compris pour les terres. Et donc, très rapidement, les terres sont devenues impropres à l'élevage de ces bovins, donc il n'y a plus de bovins. Et comme ils étaient agricoliquement isolés, ils avaient tout misé là-dessus, ils ont mangé les dernières vaches, ils ont mangé les dernières chèvres, ils ont bouffé les chiens, et puis ils sont tous Donc le dernier qui était mort, c'était le roi délégué de Groenland. Donc c'est un petit peu ça la problématique. Donc des gens peuvent nous mettre dans une situation difficile, mais ils n'échapperont pas à leur sort. Alors le surréalisme, ça, c'est comment s'organiser pour survivre dans ces conditions difficiles. Un autre modèle, alors en fait, si vous regardez sur internet, vous allez trouver plein de modèles en réalité, des expériences de réflexion pour une gestion politique différente. Alors on voudrait vous faire croire que la gestion actuelle, le système actuel, c'est une fatalité, et puis c'est comme ça et on ne peut pas faire autrement. Et ça, on veut bien vous le faire ancrer dans vos cerveaux, et surtout, la preuve, c'est que vous avez vu, le mur de Berlin il est tombé, et voilà, donc ça ne marchait pas, le système. Évidemment, c'était une dictature. Ça marchait. Bon, en tout cas, on veut vous maintenir dans cette idée que le seul système qui marche, c'est un système où vous êtes en compétition les uns avec les autres. Et donc, on vous maintient dans ce système économique de compétition, puisqu'on est un système mercantile, un commerce de compétition. Et donc ce système de compétition, il fait quoi? Si vous vous rappelez un très bon James Bond, où il y a un vilain méchant qui dit à James Bond, tu vois les rats dans le tonneau, eh ben ils vont tous s'entretuer jusqu'au dernier. Et puis le dernier va mourir aussi. Et ben c'est à ça qu'on nous éduque. Donc depuis tout petit, on met les gens dans un système de compétition. Or la compétition, ça ne marche pas. D'ailleurs, ces livres en sont la preuve vivante, puisque nous n'aurions jamais pu obtenir de tels résultats si ça avait été une compétition avec les gens avec qui j'ai travaillé. Nous avons tous travaillé en collaboration. Une collaboration, et cette collaboration obtient de bien meilleurs résultats, et des résultats pérennes, sur un tas de choses, en fait, sur toute la vie politique au sens large. Aussi bien politique au sens de développement des sciences, développement des sciences techniques, mais des sciences sociales aussi. Il y a tout un tas de sciences qui sont confisquées, et si évidemment il y avait une collaboration, non pas une compétition, eh bien ces sciences seraient restées dans le périmètre de l'humanité et non pas confisquées par quelques-uns. Donc cette compétition, des gens, il y a quand même beaucoup de gens qui réfléchissent à d'autres systèmes. Alors il y a quelque temps, il y a monsieur Eric Fiorin qui est un penseur qui en 1993 a présenté un autre modèle, un modèle de gestion assez original qui s'appelle la démosophie. Et donc c'est une sorte de technocratie basée sur un conseil des sages. Donc vous pouvez regarder. L'idée c'est que
qu'on réfléchisse à d'autres organisations et vraiment sortir des schémas de pensée actuels qui sont mortifères, qui vont nous conduire là où malheureusement nous allons aller, c'est-à-dire dans le monde. Alors, nos amis d'Humo ont un exemple d'organisation à nous proposer. Alors, il y a encore d'autres modèles. Il y a ce qu'on appelle le sociétalisme, c'est en gros des mouvements alternatifs. Et il y a une organisation assez intéressante qui nous est proposée par nos amis. Alors, sur cette éco-civilisation, sur les éco-civilisations, il est quelle heure? Quand tu as envie, on peut passer aux questions. Non, 9h moins 20, t'as encore le temps. Jusqu'à 9h. Ouais, jusqu'à 9h. Alors, le modèle qui est mis en place sur la planète Humo, qui nous est décrit, et notamment dont je vous restitue les points clés dans Présence 2, donc vous retrouverez tout le détail dans Présence 2, précédemment présenté. Donc c'est une organisation dite étocratique. Alors, j'ai regardé un peu ce que c'était que l'étocratie, et je me suis aperçu que l'étocratie, il y avait un modèle, il y avait quelqu'un qui avait travaillé en France. Alors ce qui est très rigolo, c'est que c'est quand même le baron Paul-Henri de Thierry, c'est quand même assez rigolo que ce soit finalement un noble, mais rappelez-vous, beaucoup de nobles à cette époque, on est en 1776, on est dans l'époque des Lumières, c'est une effervescence intellectuelle importante. Tous les intellectuels, nobles ou pas nobles, ont des idées. Ils ont des idées très novatrices. Et donc ce monsieur, finalement, il réfléchit à ce qu'on peut appeler le premier modèle d'étocratie relativement moderne. Alors, je ne suis pas suffisamment cultivé pour savoir s'il y a des modèles d'étocratie dans l'Antiquité, je ne sais pas, je n'en ai pas identifié jusqu'à présent. Mais en tout cas, d'une manière un peu récente, voilà, on a un modèle comme ça. On est à l'époque de Diderot, on est dans cette effervescence démocratique, et les gens réfléchissent à un modèle nouveau. Alors, qu'est-ce qui se passe en démocratie? Alors, il faut bien dire que le baron Paul-Henri de Thierry a une vision quand même limitée de l'étocratie, parce que à cette époque-là, par exemple, les femmes ne sont pas tellement comprises dans le système politique. Donc c'est quand même une vision de l'étocratie faite quand même pour un certain nombre de gens. Mais bon, rappelez-vous quand même que Voltaire était tout à fait contre le suffrage universel. On ne va pas faire voter des pouilleux et des imbéciles. Voltaire. Voltaire était tout à fait hostile à la démocratie. Pas l'oublier. Donc, dans le contexte de l'époque, bon, c'était quand même une avancée de réflexion certaine. Et ça nous permet de réfléchir un petit peu à ce que pourrait être une étocratie dans nos systèmes. Et on va voir aussi comment on pourrait la comparer avec le modèle autocratique d'Humo, qui vous est proposé pour nous. Alors, un constat, on parlait des vaches tout à l'heure, qui sont des ravages. Et vous savez que si on arrêtait de faire de l'élevage de vaches, toute la nourriture qu'on donne aux vaches, on pourrait l'utiliser pour faire autre chose. Les terres agricoles qu'on utilise pour faire de l'élevage, on pourrait en faire autre chose, etc. Donc on pourrait nourrir en fait un nombre de gens incalculable. On pourrait nourrir 10 fois plus de gens sur Terre, en arrêtant d'élever des vaches là où c'est débile d'élever des vaches. Comme vous avez des gens qui font du vin sur des terres qui ne sont pas du tout adaptées pour la vigne, et qui font de la vigne, qui appauvrissent les sols, et qui abondent les sols en engrais, évidemment, pour maintenir leur population. Donc, tout ce qui est complètement hallucinant, irrationnel dans la gestion, évidemment, fait qu'on détruit des ressources.
Mais si on les gérait un petit peu correctement, eh bien, en fait, on s'aperçoit très vite que nous avons toutes les ressources qu'il faut, et pour bien plus de gens que nous sommes aujourd'hui. Pour 10 fois peut-être plus de gens qu'aujourd'hui. Donc c'est juste, c'est pas un problème de ressources, c'est pas un problème de quantité de ressources, c'est un problème de répartition de la ressource. Vous savez tous, on a tous bien noté des choses assez évidentes que quelques pourcentages de la population terrestre contrôlent plus de 90% de la ressource terrestre. Et les 90% restants contrôlent quasiment rien dans ces ressources. Donc ces ressources, elles demandent juste à être réorganisées, réparties pour être justement réparties. Donc ça, c'est un constat que font aussi nos visiteurs, bien évidemment. Donc on n'a pas fondamentalement de problème, si ce n'est ce problème d'organisation de ce nouveau monde qu'il va falloir mettre en place. Alors, si on regarde un peu comment sont organisés nos amis visiteurs, alors, oui, bon, on va rester là-dessus. Alors on va regarder comment ils sont organisés d'un point de vue législatif. Eh bien, on s'aperçoit en fait, alors c'est peut-être un peu petit pour ceux qui sont au fond, enfin je vais vous résumer. Alors, sur la constitution, on va dire, du mot, en termes de droit, eh bien, on s'aperçoit quand on fait un tableau comparatif, ce qui est le cas ici, eh bien, on s'aperçoit que les droits sur Homo sont très similaires à ce qui est décrit dans les droits de l'homme. Liberté de se déplacer, droit à la vie, à l'intégrité de l'homme, droit à la liberté de croyance, droit à la manifestation publique du culte dans l'égalité des conditions. Tout ça, c'est les droits de l'homme. C'est les droits de l'homme, ça. Mais quand vous regardez les droits sur Homo, donc l'homme du mot est libre d'adhérer à n'importe quel critère de pensée, de science, de technologie. Donc vous pouvez très bien formuler, ça veut dire que vous êtes libre d'exprimer vos théories scientifiques. C'est ça que ça veut dire. Rappelez-vous, on en a brûlé pour moins que ça. La structure physiologique de l'homme est inviolable, donc le respect évidemment de l'intégrité humaine. N'importe quel humain peut intégrer une association, on appelle une association, donc une association avec des buts en général sociaux, mais pas forcément, ça peut être des associations qui ont des buts scientifiques, etc. Donc vous pouvez librement intégrer une association, cette association ayant ses propres règles, c'est-à-dire qu'elle peut déroger ou elle peut abandonner des droits. Et si on abandonne des droits, on les abandonne volontairement. L'humain d'Homo peut exiger de la société tout ce qui est que la société lui fournisse une habitation, que la société lui fournisse l'alimentation, que la société lui fournisse l'enseignement, que la société lui fournisse les soins, l'assistance médicale, la prophylaxie, que la société lui fournisse l'assistance religieuse, cas échéant, et que la société lui fournisse des moyens de communication. Vous voyez, c'est quand même beaucoup de droits très similaires à ce qu'on voit dans les droits de l'homme. C'est quand même une similarité énorme. Un homme peut communiquer comme il veut avec un autre. Y compris par voie télépathique, puisque nos amis du monde ont accès à ce moyen de communication de par leur physiologie. D'accord ? Alors, si on regarde tout ça, on s'aperçoit que finalement, tous ces droits, en fait, sont un peu plus étendus, ils sont quand même un petit peu plus étendus que sur Terre. Et surtout, la grosse différence, c'est quoi ? Bah, c'est que eux, ils les respectent, les droits de l'homme. Eux, ils appliquent les droits de l'homme.
C'est ça la grosse différence. Quel est le pourcentage réellement appliqué des droits de l'homme? J'ai peur de faire le calcul, hein. J'ai peur de calculer le pourcentage. Donc, si nous parvenions simplement à mettre en œuvre ce que nous avons intellectuellement imaginé lors de la Révolution française, eh bien nous ferions quelques siècles après un grand progrès, un très grand progrès pour l'humanité. Si tous les droits de l'homme étaient appliqués simplement. En fait, que ces droits de l'homme sont repris dans beaucoup de pays soi-disant démocratiques. Que ces droits de l'homme sont repris dans les conventions de l'ONU. Donc tout ça, c'est pas appliqué, c'est pas mis en œuvre, c'est bafoué, c'est travesti. Et donc, évidemment, ça peut pas marcher, hein, cette histoire. Donc, il faut arriver à ce que cette organisation politique, comme nous le proposent nos amis d'Homo, eh bien, reprenne le droit chemin des droits de l'homme, finalement. Hein. C'est ça que nous disent nos amis d'Homo. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les ressources, vous avez les fondements intellectuels pour mettre en œuvre tout ça. Alors évidemment, il y a, on l'a vu, hein, des gens qui parasitent un peu l'histoire, et donc il va falloir gérer ce contexte social. Et donc, pour gérer ce contexte, on peut encore s'appuyer sur une réflexion sur le modèle donc, de nos amis d'Homo. Alors, nos amis d'Homo, ils ont une organisation sociale qui est expérimentale, historique, donc qui résulte de leur histoire et de leur expérience. Alors, ils en sont arrivés à ce que il y ait déjà tous les humains du monde peuvent s'exprimer, on l'a vu à travers leur constitution, le droit de l'homme, en quelque sorte. Hein. Et donc, tout ce groupe peut choisir une certaine hiérarchie de représentants. Hein. Ce serait un peu l'équivalent de ce que nous avons, élire un maire, élire un député, élire un sénateur, etc. Donc une certaine hiérarchie, mais qui ne se passe pas uniquement par le vote, mais par cooptation. Hein. Il y a aussi de la cooptation. D'accord ? Donc on se choisit un chef. Hein. Et il y a beaucoup je dirais, de tribus, sont attaquées où on se choisit son chef. Hein. Pensez aux Amérindiens, dans beaucoup de tribus amérindiennes, on l'a dit tout à l'heure, les gens se choisissent leur chef. Hein. Le chef, il n'est pas comme ça de droit divin. Hein. D'accord ? Donc on se choisit un chef et on se met une architecture pyramidale comme ça. Alors, à un certain niveau, cette structure pyramidale va désigner, va superviser la mise en place d'espèces de, alors on pourrait dire un Sénat, en quelque sorte. Mais ce Sénat, ces sénateurs, en quelque sorte, ils ne sont pas élus, ils sont techniquement identifiés pour leur capacité intellectuelle, et donc ils suivent dès leur plus jeune âge une formation ad hoc pour assurer des responsabilités au plus haut niveau. Donc ils font l'ENA, ils sont voués à faire l'ENA, mais c'est pas avec les mêmes objectifs si vous voulez. Hein. Mais ils ont un cursus, donc nous aussi on a des cursus pour former des élites. Hein. Donc eux aussi ils ont un cursus pour former des élites, mais pas sur les mêmes critères. Hein. C'est pas du tout les mêmes critères. Donc ces élites, on les détecte par les aptitudes qu'on sait détecter chez les gens. Il y a des gens ils ont plus de facilité que d'autres, hein, c'est pas nouveau. On n'est pas tous égaux dans nos aptitudes, mais nous avons tous des aptitudes différentes. Donc, les gens qui ont des aptitudes à la gestion sociale, eh bien, ils sont regroupés dans cette espèce de conseil, de Sénat, on va dire. Et là, ils cooptent
quatre, un peu comme on avait après à la sortie de la Révolution, hein, il y avait un trium de décideurs, hein, il n'y avait pas un décideur unique, il y avait plusieurs décideurs. Et pour, eh bien c'est pareil, il y a un groupe de décision. Il n'y a pas un chef, il y a quatre chefs qui dirigent finalement l'organisation sociale. Et donc ces quatre membres de ce conseil suprême, on va dire, sont cooptés, sont désignés par ce petit Sénat. Et on fait très attention que ces quatre personnages, décideurs au plus haut niveau, sont toujours dans un équilibre de communication, d'échange, etc. Donc l'équilibre social de ce groupe-là de 116 personnes a une attention forte et privilégiée pour contrôler cela. Donc ceux-là, ils font pas n'importe quoi, et dès qu'on voit qu'il y a un déséquilibre, dès que le groupe des sénateurs voit que les décideurs sont dans une situation qu'ils jugent néfaste à la bonne gestion, ils les changent, ou ils changent les gens qui les renouent. Donc c'est pas complètement démocratique au sens où j'élirais le représentant. Il n'y a pas de représentant. Il y a un ensemble de gens qui prennent des décisions de la plus grande importance. Alors, dans cette organisation éthocratique, la logique est complètement, je dirais, l'inverse de la logique que nous connaissons. C'est-à-dire que plus vous êtes haut dans la hiérarchie, plus vous avez de responsabilités sociales et plus vous avez une nécessaire humilité. Plus vous êtes haut dans la hiérarchie, plus vous êtes au service des autres. Alors vous allez me dire, bah oui, mais ça devrait être le cas. Bah oui, ça devrait être le cas. Mais la réalité est bien différente. Donc, c'est pour ça que je vous disais que finalement, eux, ils n'ont pas beaucoup de différence au niveau de leur organisation, de leur constitution, finalement, des droits de l'homme, sauf que eux, ils les mettent réellement en œuvre. Les chefs sont au service du peuple. Voilà, c'est ça l'éthocratie. Et ils suivent donc des lois, ils suivent ce qu'ils estiment être des lois d'éthique universelle. Donc ces lois d'éthique universelle, eh bien finalement, on peut dire c'est à la fois le bon sens, ça peut être des approches comme contre Sponsville, c'est-à-dire une morale sans Dieu, ça peut être tout à fait laïque, et puis ça peut s'inspirer d'une vocation inspirée par la foi. Donc tout ça concourt à donner une éthique globale où tout le monde s'accorde, et d'ailleurs si vous discutez avec des gens de différentes confessions et des gens de bonne volonté, vous apercevez très vite que tous les gens de bonne volonté dans toutes les confessions soient, finalement ils convergent vers des principes de bon sens moral très très similaires les uns avec les autres. Donc, à partir du moment où les gens ne sont pas enfermés dans une rhétorique religieuse, une ritualisation religieuse hermétique et dogmatique, évidemment, le bon sens l'emporte. Et donc, et là évidemment, il y a convergence, tout le monde aspire à la paix, tout le monde aspire à la tranquillité, et la seule chose qui manque, c'est de décider d'y parvenir. En fait, c'est la seule chose qui nous manque, c'est de décider qu'on peut parvenir. Et ça, c'est très important parce que, en fait, si vous comprenez bien les mécanismes que je vous explique dans Présence 3, tous ces mécanismes, tous ces flux cosmologiques, vous comprendrez que décider, même individuellement, et si en plus c'est évidemment une décision qui devient collective, eh bien le décider deviendra forcément une réalité. On peut changer notre vie, on peut changer l'évolution de notre humanité, à condition
de décider de le faire. Et c'est très difficile de décider de le faire. C'est extrêmement difficile. C'est certainement la chose la plus difficile. Et ça commence par, évidemment, comme l'ont fait nos amis Douaumont, eh bien, ça commence par, évidemment, l'éducation. Hein. Tout le monde sait que notamment les jésuites, pourquoi les jésuites se sont accaparés l'éducation à une certaine époque? Eh bien parce qu'ils voulaient, ils ont bien compris très vite que l'éducation c'est la clé. Hein. Il s'agit de former les gens dans le bon moule. Eh bien on peut former les gens à non plus être en compétition, mais on peut les former à apprendre ce que des tribus font toujours, mais ils sont devenus tellement marginales. Ces tribus apprennent la coopération. Vous ne pouvez pas survivre par exemple dans un milieu hostile comme l'Amazonie si vous êtes en compétition avec votre voisin, votre frère, votre cousin. Vous êtes nécessairement en collaboration. Sinon, vous mourrez tous parce que vous êtes en compétition. Donc le seul mécanisme pérenne dans une société, c'est la collaboration. Or, ce qu'on veut nous faire faire, c'est justement pas ça. On veut nous maintenir dans une société de compétition. Et toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc, ce que nous montrent nos amis Douaumont, c'est que c'est pas la bonne voie et qu'il faut nécessairement éduquer pour parvenir à cet objectif de changer la société. Et changer la société, ça passe par éduquer les gens. Tout le monde le sait, c'est une évidence. Et pourtant aujourd'hui, on éduque les gens à se mettre en opposition les uns avec les autres. Alors, on va, je pense, trouver une petite conclusion. Je vais essayer de conclure. Bon, il y a encore plein de choses dans le livre, vous l'avez bien compris, mais je voudrais vous donner un exemple intéressant d'une réalité, voilà, c'est ça. Alors, je me suis amusé, on parlait du nucléaire et de l'armement. Alors, voilà, ça c'est super. Alors, j'ai essayé de calculer sur les bases de Wikipédia, qui disent bien ce qu'ils veulent dire, mais enfin bon. J'ai essayé de regarder qu'est-ce qui avait été dépensé en dépenses militaires mondiales depuis 50 années. Eh bien donc, alors les dépenses annuelles sont de plus de 1700 milliards de dollars par an. 1700 milliards de dollars. Et alors si on regarde ce qui s'est dépensé, alors ce qui s'est dépensé ces 50 dernières années, alors là on ne sait même plus tellement les chiffres sont hallucinants. Alors, donc déjà les États-Unis, eux, c'est 3000 milliards. C'est pas les 1700 milliards, en gros c'est 3000 milliards par an. Et donc depuis 50 ans, globalement il s'est dépensé 150 000 milliards. Donc pour moi, 150 000 milliards. J'aurais mieux fait de me les filer. Ou de m'en filer une partie. Ah oui, oui, pas de souci. Moi c'est comme ça. Donc tout ça pourquoi? Pour rien. Rien. Résultat, zéro. Résultat pour l'humanité, 0, 0, 0, 0. Rien. Aucun bénéfice pour l'humanité. Résultat négatif. Négatif, mais même en termes de... Même si on imaginait un résultat positif, il n'arrive pas au niveau de 0. Hein. Donc effectivement, tu as fait raison, il est bien négatif puisque on ne prend pas en compte évidemment toutes les pertes humaines générées derrière. Bon, il y a des mécanismes économiques, il y a des gens qui ont intérêt à ça. Pourquoi on en est à
150 000 milliards de dollars dilapidés en défense militaire, parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à ça. Sinon, on ne serait pas là. C'est bien parce qu'il y a des gens à qui profite le crime. C'est comme dans tous les bons thrillers, cherchez à qui profite le crime et vous connaîtrez le coupable. C'est exactement pareil. C'est pas de secret. Donc voilà, je pense qu'on peut terminer et passer aux questions sur cette approche. Donc vous avez bien compris, ce modèle finalement de nos amis d'Humo, il n'est pas si différent que ça, mais les tout petits écarts, on pourrait dire, qu'il y a entre les deux, c'est de passer de quelque chose d'un écran de fumée à de la réalité. Donc espérons que les événements à venir qui risquent à très forte probabilité de se produire nous conduisent à une opportunité positive pour avoir une nouvelle opportunité de mettre en œuvre à nouveau ce que nos ancêtres de la Révolution française ont durement bataillé pour arriver jusque-là. Ça n'a pas été une partie de plaisir pour arriver jusqu'à publier les droits de l'homme. Donc ce serait bien qu'on en fasse quelque chose de concret et que ce soit effectivement un socle réel pour l'humanité et pas des bouts de papier perdus dans les archives des Nations Unies. Donc voilà, c'est un peu ça le message de nos amis. Merci de votre attention.